Bienvenue à tout le monde. Hi everyone. C'est un plaisir de vous voir tous ici aujourd'hui. Je m'appelle Antoine Chisdivallé. Je suis coordinateur pour les tables rondes et les ateliers à Société historique du Canada. Aussi étudiant en histoire à l'Université de Montréal sous la supervision de Mathieu Arsenault, qui est là aujourd'hui dans la rencontre. Donc, c'est un beau hasard. Bienvenue à cette table ronde de la Société historique du Canada qui s'intitule Les historiens et ou dans les médias, ou en anglais Historians and in the Media. I thank every single participant who is here today. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Marcel, qui va être notre président de panel aujourd'hui et qui va nous introduire nos participants. Bonne rencontre. Merci Antoine. Welcome to all of you. Before telling you more about this session, let's remind ourselves that we are on Indigenous land, and this meeting is virtual. And because of that, we are not all actually gathered in the same space. York's land acknowledgement might not represent the territory that you are currently on. And I would ask, if that is the case, that you each take the responsibility to acknowledge the traditional territory that you are on and its current treaty holders. As a member of the York University community, I recognize that many Indigenous nations have long-standing relationships with the territories upon which York University campuses are located that precede the establishment of York University. York University acknowledges its presence on the traditional territory of many Indigenous nations. La région connue comme Takronto a été préservée par la nation Anishinaabeg, la Confédération Haudenosaunee et les Hurons-Wendat. Elle est désormais le foyer d'un grand nombre de communautés de Premières Nations, d'Inuits et de Métis. Nous reconnaissons les titulaires actuels du traité, la Première Nation des Mississauga de New Credit. Ce territoire est soumis au traité de la ceinture Wampum Dish with One Spoon, entente définissant le partage et la préservation pacifique de la région des Grands Lacs. Thank you to all of you for attending. I want to thank the five panelists. I say five because Sarah Nichol could not be with us. Sarah Nichol, who is a professor of Canadian Indigenous history at the University of Alberta. However, we have five panelists, and the reason I invited all of them to take part in this panel, it's not only to talk to us about the media, but each of them, every of them, has had interactions, have dealt with the media, and I'm curious, I'm sure you're curious as well to know more about their experience. Donc, le premier panéliste, c'est Mathieu Arsenault, qui est professeur au département d'histoire de l'Université de Montréal, qui est un spécialiste des questions autochtones. Merci Marcel et Antoine et Michel pour l'organisation de ce panel. Alors, moi, je suis professeur en histoire au département de l'Université de Montréal depuis janvier 2020. Donc, c'est à la fois assez récent, mais avec la pandémie et puis tous les développements qu'on a eus en histoire autochtone, en histoire par rapport à la gestion des monuments dans l'espace public, on dirait que le temps a été beaucoup plus long, puisque j'ai eu le plaisir, mais aussi le désagrément de recevoir beaucoup de demandes de journalistes depuis que mon profil en tant qu'historien est public sur la page Internet du département d'histoire. Donc, je dirais, une des premières choses qui a teinté ma relation avec les médias, c'est une relation d'amour-haine, puisque au départ, c'est flatteur de recevoir ces demandes. Tout d'un coup, on passe d'étudiants au doctorat qui cherchaient à se faire connaître dans les colloques et au travers des rencontres avec nos pairs, à personnalité publique en tant qu'historien. On a un profil public et on a un service de relations publiques à l'université qui fait la promotion de notre expertise. Donc, à l'Université de Montréal, par exemple, quand les journalistes ou les médias écrits cherchent à obtenir des informations sur un sujet donné, ils vont écrire soit directement au professeur, soit au service de relations publiques, et ces gens-là, services de communication, vont nous référer. Donc, ce qui fait que je dirais que presque à chaque semaine, ou au moins à 3 occasions par semaine, je reçois des demandes de journalistes pour m'exprimer sur des sujets.
qui sont aussi variés que qu'est-ce qu'on fait avec Wilfrid Laurier sur le billet de 5 $ ou l'accès à l'eau potable dans les réserves autochtones, par exemple. Alors, vous comprendrez que moi, comme historien du 19e siècle, qui a fait l'étude des pratiques politiques autochtones et de la pratique pétitionnaire, je n'ai pas grand-chose à dire sur l'accès à l'eau potable dans les réserves. Donc, ça m'a amené à avoir à refuser beaucoup de demandes. Certaines demandes, je les refuse également parce que je n'ai pas le temps de répondre. Et la charge de faire des entrevues avec les médias fait partie de la tâche du professeur. Hein. C'est dans le service, c'est dans le rayonnement universitaire. Par contre, comme un professeur qui est en attente d'obtenir l'agrégation, hein, qui travaille pour obtenir l'agrégation, on s'attend à ce que je rayonne, mais on ne me récompense pas d'aucune manière pour ce rayonnement. C'est un surplus. D'ailleurs, je m'excuse si vous entendez les cloches de l'Angélus. On est le soir ici, il y a une église juste à côté. Et donc, c'est ça, cette relation amoureuse, parce que à la fois, c'est agréable de pouvoir partager son message à un plus grand auditoire à travers les médias, que ce soit la presse écrite ou les médias télévisuels ou la radio, mais aussi il y a une relation de haine parce que on m'appelle au téléphone dans mon bureau, et d'ailleurs, il n'y a pas grand monde qui m'appelle sur ma ligne fixe, sauf les journalistes. Et on me demande, est-ce que vous pouvez nous donner un topo tout de suite? Sinon, si vous n'avez pas de temps aujourd'hui, je peux vous rappeler dans 2 heures. Je dis, moi, j'enseigne ou je n'ai pas le temps de préparer. Alors, c'est le temps des médias et le temps de l'historien sont 2 choses qui se réconcilient très mal. Donc, c'est pour ça que je dis que cette relation amoureuse, et avant que on aille avec les conseils ou les façons de dire non, je vais en rester là pour donner la chance aux autres personnes de se présenter et de présenter leur relation avec ces médias. Merci, Mathieu. Second panelist is Blake Brown, professor in the Department of History at St. Mary's University. Thanks to Marcel and the Canadian Historical Association for the invitation to take part in this session. I'm joining this meeting from Mi'kma'ki, the ancestral and unceded territory of the Mi'kmaq people. So I'm a legal historian at St. Mary's, and I have somewhat by accident become a media commentator on the history of firearms and gun control policy in Canada. I say by accident because by personality, I'm normally someone who is quite happy to do my research, writing, and teaching out of the public eye. My engagement with the media began when I started work on what became my second book, entitled Arming and Disarming: A History of Gun Control in Canada, which the University of Toronto Press published in 2012. I began to get requests to do interviews, usually in the days after mass shootings in the United States, or when new gun control legislation was in the news in Canada. And initially, I experimented with different kinds of interviews. So I appeared on a live radio talk show in Halifax. I also spoke to CBC's The Current, and I did interviews with print journalists. And to be honest, at first, I found these interviews very stressful. I worried about making factual errors, not being able to answer questions directly, and essentially speaking incoherently. Now, I would say in more recent years, I've become much more comfortable doing interviews, especially interviews for newspapers and magazines, which is mostly what I do. So now I almost always say yes to interview requests from print journalists. And this has given me the opportunity to speak with some really interesting reporters from organizations such as the Washington Post, the New York Times, Globe and Mail, Christian Science Monitor, Canadian Press, Toronto Star, Montreal Gazette, and the CBC. Now, for reasons I can discuss later, I tend to avoid live radio and live TV interviews. Now, interviews, of course, take time to prepare and have risks. One of the ways that I've prepared myself for interviews is to publish several articles and op-eds on recent developments in firearms policy so that I feel more comfortable linking historical events to current debates. So, for example, I published 3 pieces in Policy Options magazine, and I think about 8 articles in The Conversation. I also wrote an article looking at, for a Canadian Studies Journal, looking at the recent gun control policies of Justin Trudeau, again, as a way of kind of
educating myself in more recent events so I can connect with more historical ones. I would say that despite the time and risks involved, I think it certainly is worthwhile for historians to try to accept media invitations. There are, of course, good professional advantages to doing media interviews. They allow us to highlight our research. Academic presses also seem to like when their authors are in the news. And my university, as near as I can tell, seems to like it as well, so long as it's not saying anything too controversial. Generally, I think historians have things to say. We add context, we complicate stories, we show how things are the same or different in the past. And if we don't say yes to interview requests, then people from other disciplines will fill the space and comment on history. So I think it is a worthwhile thing to invest our time in. So with that, I'll pause there. Thank you. The third panelist is Frank Clark, who has a PhD from York University in history, but right now is the Director of Communications and Planning at the Faculty of Health at York University. Thank you, Marcel. Thank you for the invitation and to the Canadian Historical Association. So my name is Frank Clark. I am the Director of Communications and Planning in the Faculty of Health at York University. I've held this position since 2011. Prior to this position, I've had various media relations and positions as a media spokesperson for various employers, including Toronto Community Housing, Frontier College, the Ontario Ministry of Education, and Sick Kids Foundation, to name a few. My connection to historians and the CAHA is from the fact that I finished my PhD in history at York University under the supervision of Marcel Martel back in 2020, and I joined the CAHA around that time. So these are very interesting questions and ones that I can definitely relate to from my experience dealing with the media. So the first question about advice to give to those who accept invitations to talk to the media, I have actually provided a lot of advice to faculty members in the Faculty of Health here at York, but I've also provided advice to staff members and senior executives in my previous positions. So I basically provide some key do's and don'ts when it comes to talking to the media, whether you're a historian or really regardless of what you do. But some of them include, for example, using plain, clear language, or plain English, as they call it. Avoid jargon. Avoid acronyms. Like, we know, for example, what SSHRC is and what CIHR are, but a broader public audience won't. Other advice I would give is be succinct in your answers and get your key messages or your key points out front. Because if you meander and provide a long answer to a question, a reporter has to sift through that. And what happens is, and I've seen this happen, your key messages don't get out there because they've chosen other information from your long answers. So I always say be succinct, be clear. Definitely do not speculate. If you're asked a question about something that is not your area of expertise, it's better to say, I'm not an expert in that area, or I'll look into it and get back to you. But definitely do not venture into an area you're not an expert in, because it can get you into trouble. It can make your life very uncomfortable. I also recommend that when you're interviewed by a reporter, I don't want to say this is a trick that's sometimes employed, but this has happened to those I've worked with. Sometimes a reporter will ask you a question, you'll answer it, and then you'll hear silence at the other end. Your natural inclination is to want to fill in that silence, and then you'll keep talking. And then the problem is you could go, I don't want to say off message, but you could venture into areas you don't want to venture into. It's best to avoid filling in silence. Once you've answered the question, if you hear silence, simply ask, did I answer your question, or do you have another question? And finally, and Mathieu referred to this point in his presentation, media are on deadlines. And I know I have had some issues with faculty members, when I would say, like, say it's 10 o'clock in the morning on a Monday, and the media say, I need this information by 5 o'clock today. And some faculty members would grumble about that. And I would say, well, that's how media are. They have deadlines. They need to hear from you. That's just the way it is. If you can't meet that deadline,
okay, but if you can, that would be appreciated. So yeah, respecting deadlines. So moving on to the second question, how to decline media invitations. Well, the short answer is be very polite about it. But sometimes there are circumstances that merit declining an invitation. So for example, I just saw this today. One of our faculty members in kinesiology was asked to comment upon an area that is not her expertise. And she said, I appreciate the offer, but it's not my area of expertise. However, I could connect you to others who are experts in that area. And reporters appreciate that. If you can provide an alternative, but if not, they just appreciate your honesty. So that's a fair reason for turning down a media invite. Another one, I experienced this with a faculty member in psychology. She's an expert in bullying, and she was in such demand following a bullying incident that she didn't have time to respond to all the media inquiries. And so what I suggested was you could say, well, you know, I've responded to all of these other media inquiries and my messages are pretty much the same. If you go to these other outlets, you'll see them. So at least you're offering something. La quatrième panéliste, c'est la professeure Valérie Lapointe-Gagnon, qui est professeure d'histoire canadienne au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta. Oui, bien, merci énormément pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je vous parle en direct d'Edmonton, sur les territoires du traité 6, terre natale des Métis. C'est terre traditionnelle de plusieurs peuples des Premières Nations, incluant les Cris, les Sauteux, les Blackfoot, les Dénés et les Nakota Sioux. Pour moi, les médias ont pris une place plus importante dans ma vie à partir du moment où, comme Mathieu l'a mentionné, je suis devenue professeure. C'est arrivé en 2015. J'ai été embauchée comme professeure à propos des enjeux linguistiques au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta. Puis il y a 3 dates qui définissent mon engagement médiatique. D'abord, 2015, mon arrivée en Alberta qui concorde en même temps avec la sortie d'une décision très importante, d'une décision de la Cour suprême pour les francophones de l'Alberta dans le cadre de la cause Caron. Et très vite, au moment de mon arrivée, j'ai été propulsée dans les médias pour aborder les conséquences de la cause Caron pour les Franco-Albertains. Donc ça, c'est une première date importante. J'ai eu mon baptême de feu. Je crois qu'une de mes premières interventions dans les médias, ça a été au téléjournal Alberta. Je n'ai pas dormi de la nuit avant qu'on m'invite au téléjournal. Je n'avais jamais fait ça, apparaître à la télévision, gérer mon discours. J'arrive en Alberta, donc oui, je connais les enjeux linguistiques, mais il faut quand même, la décision vient de paraître. C'est tout frais sorti des presses, donc il faut se plonger dedans le matin même. Puis comme le mentionnait Mathieu, c'est une temporalité très différente. D'habitude, on prend le temps d'analyser, de décanter les choses, d'avoir un certain recul, mais là, on n'a pas le temps du tout. Le jugement sort le matin, le soir, j'apparais à la télévision et il faut déjà que je produise une analyse. Bon, c'est assez stressant, mais j'ai trouvé l'exercice intéressant, assez pour recommencer à de nombreuses reprises. J'en suis venue à faire au cours des années plus de 150, j'ai arrêté de compter, là, interventions dans les médias, à la radio, à la télévision et dans la presse écrite. 2018, c'est une autre date importante. C'est la sortie de mon premier livre, Penser le Canada. Puis, à partir de ce moment-là, ça a attiré beaucoup d'attention sur le sujet des langues officielles de la commission Laurando-Dunton, qui était au cœur de mon livre. Et François Cardinal, qui était alors l'éditorialiste en chef à la presse, m'a demandé si j'étais intéressée à écrire une chronique dans la presse au moment des élections fédérales de 2018. Pour voir un peu comment l'Ouest ou comment le reste du Canada réagissait à ces enjeux-là. J'ai pris un certain moment pour réfléchir parce que je me demandais comment est-ce que ça pouvait cadrer avec mon rôle d'historienne. J'ai parlé avec François Cardinal aussi, puis il m'a rassurée, il m'a dit « T'es pas une journaliste, là. Ce qu'on veut, c'est un regard un peu refroidi, un regard d'expert. Donc, c'est un travail différent de ce que produisent les journalistes. On veut des analyses qui vont être ancrées dans l'histoire, notamment. Et ça, je me suis dit, je suis capable de le faire, d'éclairer des enjeux actuels en remontant dans le passé, puis en prenant le temps de décanter certains événements. Je voyais ça aussi comme une occasion d'être un peu une passeur. J'ai étudié beaucoup les intellectuels québécois ou canadiens qui se sont fait les passeurs entre le monde francophone et le monde anglophone. Et il y a souvent des gens au Québec qui se demandent mais comment est-ce qu'on pense en Alberta? Et je me suis dit c'est une occasion de créer ces échanges-là. Et le dernier moment, c'est 2020.
au moment où le campus Saint-Jean où je travaille a subi des compressions budgétaires énormes qui ont menacé son intégrité. Donc, l'établissement où je travaille aurait pu fermer ses portes en raison des compressions budgétaires. Et là, j'ai mis un chapeau de militante pour défendre les droits des francophones en Alberta, les droits à l'éducation postsecondaire et écrire lettres ouvertes, participer à des entrevues dans les médias pour faire connaître la cause parce que c'est une cause relativement isolée. Donc, je le voyais comme une opportunité de propulser ce débat-là à l'échelle nationale parce que partout à travers le pays, les établissements postsecondaires de la francophonie canadienne étaient attaqués et que ça prenait une solidarité pour se sortir de cette situation difficile-là. Pourquoi est-ce que j'interviens dans les médias? Quelles sont mes motivations? Il y en a deux principales. Premièrement, je suis dans un milieu francophone minoritaire en Alberta où il y a des médias régionaux. Donc, il y a une antenne de Radio-Canada Alberta francophone, il y a un journal francophone, il y a une radio communautaire et ces journalistes-là et le public ont besoin de contenu qui leur parle. Souvent, on s'adresse à eux en français, mais en direct de Montréal. Et donc, ça prend des experts qui vont accepter d'aller sur les tribunes pour parler de la réalité des francophones à l'extérieur du Québec. Donc, je le vois comme un rôle essentiel parce que mes recherches portent là-dessus et je peux le faire. Deuxièmement, c'est souvent le silence des femmes dans les médias. Je fais partie du groupe qui s'appelle Femmes Expertes. Donc, c'est une plateforme où les journalistes peuvent aller fouiller selon les sujets et trouver des femmes qui ont une certaine expertise qui peut leur être utile et peuvent donc les contacter. Il y a une vigie qui est faite maintenant par Femmes Expertes et il y a 2 semaines, les résultats sont sortis et c'est assez évocateur. Il y a moins de 30% de femmes qui sont citées dans les médias en 2022. Et ça, c'est pour tous les médias confondus, là, qu'on parle de la presse ou même Radio-Canada. Je pense que Radio-Canada dépasse un peu le 30%, mais ce n'est pas beaucoup. Et je me dis que je ne veux pas porter le poids des affres du patriarcat sur mes épaules, mais en tant que femme, il faut occuper la tribune, il faut prendre notre place, même si ça vient parfois avec des revers que je vais aborder au cours des prochaines questions. Puis, je sais que Mathieu parlait d'une relation amoureuse, puis c'est parfois très conflictuel, la temporalité des médias avec la temporalité des historiennes et des historiens. Mais je le vois aussi comme une possibilité d'échange et de donnant-donnant. Quand j'organise des activités ou quand je fais de la recherche, les médias régionaux ici en Alberta vont s'y intéresser et vont publiciser ma recherche. Donc, je le vois comme une relation d'échange. Après, bon, ça peut toujours se corser justement du point de vue de la temporalité où il faut réagir dans l'instant, puis on n'a pas le temps de réfléchir, puis notre travail est déjà très prenant. Donc, voilà. Non, merci Valérie. Et finalement, Rebecca Lazarenko, qui est étudiante au doctorat à l'Université York. Alors, bonjour à tous ainsi. Je m'appelle Rebecca, je suis une étudiante au doctorat à l'Université York, donc je suis dans une situation un peu plus différente que les autres. Je ne suis pas un prof. J'aimerais être un prof, mais je ne suis pas là encore. Je suis franco-métis, donc autochtone, et ma recherche porte sur l'histoire francophone, mais aussi l'histoire autochtone, surtout dans l'Ouest, et les relations entre les francophones, les communautés francophones et les communautés autochtones, surtout les métis. Et je dirais, mes expériences avec les médias se divisent en 3, un peu comme Valérie, mais différents pour des différentes raisons. Première, c'est que j'ai travaillé comme un journaliste pigiste pour un journal local, le Franco, après que j'ai terminé ma maîtrise et avant que j'ai commencé mon doctorat. Alors, j'ai eu l'expérience d'être la personne qui pose les questions, qui cherche un angle, qui fait ce travail. L'autre, c'est que j'ai aussi fait beaucoup d'entrevues avec les médias francophones, anglophones, sous forme d'entrevues écrites, orales sur la radio, même la télévision. Et surtout au début, les entrevues étaient au sujet de ma recherche de maîtrise. Maintenant, c'est plutôt au sujet de ma recherche doctorale, mais aussi au sujet de mes expériences et mes opinions sur des sujets autochtones. Et le troisième, c'est aussi que je travaille comme chroniqueuse mensuelle pour ici Alberta, La Croisée, où je prépare des segments au sujet des cultures autochtones, surtout en relation au sujet de ce que je sais intimement, personnellement, ce que j'apprends chaque jour et aussi les expériences culturelles
dont je participe ou que je suis témoin. Et donc, j'ai 3 formes d'expérience un peu différentes, chacun se lie un peu ensemble. Mais je dirais que la motivation pour travailler avec les médias, c'est vraiment d'un point de vue personnel. Je veux partager ou s'assurer qu'il y a plus d'informations générales au sujet des cultures autochtones, et je dis ça pluriel parce qu'il y a des centaines qui existent, et que si par exemple quelqu'un parle de manière générale d'une cérémonie comme Berry Fast, il y a au moins une idée de c'est quoi. Ou si on dit Métis, Première Nation, Inuit, il y a une idée de c'est quoi ça. Ou qu'il y a des centaines d'identités qui se retrouvent parmi ces identités. Donc, vraiment de partager de manière générale pour s'assurer qu'à un certain point, on peut dépasser le général et aller à quelque chose un peu plus en profondeur. Mais on n'est pas là encore. Et donc, ça, c'est ma sommaire pour le début. Merci, and I want to thank all panelists. Okay, let's deal with advice. Any advice based on your experience with the media that you want to share with us? Okay, Valérie. Oui, je peux partager. Ça rejoint beaucoup ce que Frank a dit au départ, qui était de très, très bons conseils. Il faut sélectionner, il faut rester confortable avec le sujet. Je crois souvent, les médias pensent on a une connaissance universelle, puis que si on a abordé un petit aspect de tel moment de l'histoire, on peut tous les aborder. Mais c'est faux. Et souvent, on n'a pas le temps de faire la recherche parce qu'on nous demande à 2 heures de l'après-midi d'intervenir à 4 heures le soir. Donc, et entre les 2 heures, des fois, on a déjà des meetings ou des cours. Donc, c'est pas possible de répondre à ces demandes-là. Donc, je crois qu'il faut sélectionner et rester confortable. Il faut se préparer aussi. Ça demande énormément de temps. S'investir dans les médias. Souvent, une entrevue qui va durer 5 minutes avec une journaliste ou un journaliste va avoir pris 2-3 heures de préparation parce qu'on veut être sûr qu'on reste dans notre zone de confort puis qu'on ne va pas dire n'importe quoi à la radio ou à la télévision. Donc, et on peut être facilement piégé aussi, comme le mentionnait Frank. Donc, il faut couvrir assez large. Et moi, je suis plus confortable, plus je suis préparée. Donc, si j'arrive puis je ne me sens pas assez préparée, la nervosité embarque, donc ça ne donne pas le meilleur résultat. Ce qu'il faut faire aussi, je crois, c'est se créer une armure parce qu'on le sait aujourd'hui sur les réseaux sociaux, partout, les gens ne sont pas toujours très sympathiques avec celles et ceux qu'ils voient apparaître dans leur écran de télévision, donc ont plusieurs commentaires à passer. Et quand on est une femme, ça m'est arrivé quand même à plusieurs reprises, on peut recevoir des attaques sur notre physique ou sur le ton de notre voix et ça peut être très dur à gérer. Donc, je crois qu'il faut se créer une armure et se détacher de ça complètement parce que ça va arriver, c'est à peu près certain et il faut essayer de voir ça comme des événements isolés puis pas remettre en question sa compétence à chaque fois qu'on est attaqué quand on prend la parole de façon publique. Combien de fois ça m'est arrivé de publier un texte dans la presse puis de recevoir après des courriels assez fielleux de personnes qui n'étaient pas d'accord avec mon analyse. C'est correct, ils et elles ont droit à leur opinion, mais j'ai le droit aussi de ne pas leur répondre si je considère que ce n'est pas très bien argumenté et que ça ne fait qu'attaquer ma personne. Donc, c'est ça aussi, je pense qu'il faut être capable de mettre ses limites, savoir que ça existe, puis se préparer à ça, mais se détacher de ça pour jamais remettre en question sa compétence quand ce sont des commentaires qui ne concernent pas le contenu, mais qui concernent la personne qui les exprime. Puis je crois aussi qu'il ne faut pas trop se prendre au sérieux non plus. Des fois, on se met les pieds dans la bouche, des fois, on hésite, mais pour avoir parlé avec beaucoup de journalistes, c'est pas grave. Il ne faut pas s'empêcher de vivre à cause de ça. Ça donne un ton plus naturel aux entrevues. Moi, je sais qu'au début, je repassais dans ma tête tout ce que j'avais dit. J'évaluais, je pesais, je mesurais et ça me grugeait vraiment. Maintenant,
je me dis, c'est fait, je n'y repense plus, je laisse ça derrière et je passe à ma prochaine tâche. On est assez occupé pour pas que ça en vienne à faire aller le hamster dans notre tête. Donc, il faut quand même, quand on en fait beaucoup, atteindre une certaine attitude de détachement pour pas que ça en vienne à prendre trop de place dans notre vie. Et il ne faut pas avoir peur non plus de dire non parce que la temporalité, c'est vrai, des fois, elle est problématique. Puis même aussi avec le décalage horaire, si RDI matin veut m'avoir à 7 heures le matin à Québec, il est 5 heures du matin pour moi. Si j'enseigne le soir de 6h30 à 9h30, je ne peux pas faire une entrevue à 5 heures du matin puis penser que je vais être au sommet de ma forme le soir quand je vais donner un cours. Donc, c'est ça qu'il faut simplement faire comprendre aux journalistes. Ça ne fonctionne pas. Donc, il faut penser aussi à notre hiérarchie des priorités. Mes étudiantes, mes étudiants sont au cœur de mes priorités. Donc, je ne peux pas arriver, pas préparer un cours, moins en forme à un cours parce que j'ai fait une entrevue qui m'a pris toute la journée ou qui est arrivée trop tôt le matin. Donc, je pense que c'est vraiment de se mettre des limites en termes de sujet, mais aussi en termes de santé et de détachement. Merci Valérie. Maybe Blake, any advice? Sure, I can offer a couple of things, I guess. And maybe just pick up on one thing that Frank said earlier, which is you need to be ready to do it very quickly, right? So especially with dealing with print journalists, they're working with deadlines. You know, at this point, I usually just, if I get a response, I just send them my cell phone number and say, give me a call when you want. And they seem to appreciate that kind of immediacy. If I know they're dealing with a story, if they give me kind of a hint of what they're talking about, and I'm not quite sure, I might say, could you give me a call in an hour and a half, just to let me refresh, you know, go over some things I've written or look up what the debate is out in the media already. But yeah, it's not a situation where you can usually wait a couple of days before doing the interview. You know, one thing that I've started to do, which I found helpful, is I actually have one notebook I keep for all the interviews I do. So, you know, I take notes on when who the journalist was and when I did it, and then just what questions they were asked. So for me, it's an opportunity to kind of reflect on what's being asked and what my responses were, in the hope that I can improve. I think most people should also be ready for some pretty standard questions at the end, such as who else should I talk to? And is there anything we haven't talked about that you think is important? I get to ask those kinds of questions a lot. So, you know, it's good to have some points in mind or people in mind who you think could be helpful to help the journalist, I think. And maybe just the last thing I would say, and this isn't maybe so much about advice for after you accept the interview, but as you're thinking about whether to accept the interview, you know, I think it is a valuable thing to try to do to engage with the media through interviews. So if you're interested in that, I think people should kind of push themselves in different kinds of venues and to see what they like to do, you know, what they're comfortable doing, and then continue to pursue it. So as I alluded to in my initial comments, you know, I did a bunch of different kinds of media initially, and you know, I decided that I don't like to do live radio and TV, right? I like to be able to say to a print journalist, I don't know, right? Or you should go talk to this person, rather than developing that skill, which maybe I could develop if I really tried. Of, you know, you get asked a question, you're not comfortable with it, and you kind of tweak it a little bit and answer the question you wanted them to have asked you, which is a great skill, and I really appreciate academics who have that skill, but it's not one that I have at this point. So yeah, so all to say, you know, if you're interested, you know, test yourself in different media, and then ultimately, you know, only have so much time to engage with the public. So, you know, you can pick and choose at some point. Thank you, Blake. Rebecca. Pour moi, personnellement, ce qui était le plus important, c'était d'avoir beaucoup de confiance en soi, même si je ne sentais pas à l'interne que j'avais beaucoup de confiance, mais au moins le vue externe, de se présenter comme quelqu'un qui est prêt, qui sait ce que je dis, parce que je trouve que des fois, il y a des journalistes, des personnes qui vont faire des entrevues qui aiment voir quelqu'un qui est plus timide, qui est incertaine, et qui vont ensuite utiliser cette incertitude pour diriger ou même contrôler la conversation, la discussion, et t'amener dans une direction que tu ne veux pas aller.
Donc, je trouve que si tu as beaucoup de confiance, c'est vraiment important. Et aussi, dépendant du format, c'est important de savoir que vous n'avez pas nécessairement beaucoup de contrôle. Donc, tu es capable de parler pour toi-même. Tu ne peux pas contrôler qu'est-ce que l'autre personne va dire ou les autres personnes. Donc, n'essayez pas de faire ça. Juste garder ce que tu veux faire pour toi-même. Et Valérie l'a parlé un peu, mais aussi de préparer en avant ce que tu veux dire, au moins d'une manière générale. Mais surtout, si tu parles d'un sujet chaud comme les affaires autochtones, je pense toujours que c'est important d'avoir des messages et d'être extrêmement direct pour s'assurer qu'il n'y a pas quelqu'un qui va prendre tes paroles et ensuite essayer de changer ou faire un sommaire après et dire oh ben voici ce que vous avez dit, mais en réalité, ce n'est pas ce que vous avez dit. Et en même temps, soyez prêts à dire non, ce n'est pas ce que j'ai dit, ou de commenter ou dire que votre sommaire ne reflète pas mon message et en se répéter. Si tu es capable, il faut aussi savoir que il y a énormément de types de médias. Il y a un qui va te laisser parler. Il y a un autre qui ne va pas te laisser parler. Donc, il y a un agenda ou un angle spécifique que l'individu cherche. Et donc, il faut être conscient du fait que tu parles avec quelqu'un qui veut peut-être partager quelque chose vraiment spécifique, qui n'est pas nécessairement ce que vous voulez partager. Donc, peut-être faire un peu de recherche au sujet de l'individu qui fait l'entrevue, comme par exemple, si quelqu'un me demande de faire une entrevue et elle est anti-autochtone, c'est fort probable que je vais dire non, mais aussi si je veux entrer dans cette discussion, je dois être vraiment conscient du fait que cet individu a des opinions qui sont complètement différentes de la mienne. Et on va parler un peu plus tard, mais je pense que c'est important d'être capable de dire non. Tous les demandes d'entrevue ne sont pas appropriées. Toutes les demandes d'entrevue ne sont pas des bonnes chances ou des bonnes opportunités. Même, surtout quand vous êtes une étudiante, des fois, tu vas penser, je dois dire oui à tout. Et non, c'est pas vrai. Tu dois être capable de dire non. Et si tu ne te sentais pas à l'aise, dis non. D'une manière respectueuse, mais quand même dis non. Ne te laissez pas entrer dans une situation où tu sens sous l'attaque, que tu n'es pas confortable. Ça, c'est vraiment mes conseils. Merci, Rebecca. I'll invite Frank and then Mathieu. Certainly. No, thank you, Marcel. I'd like to pick up on a point that Blake made about speaking to different media. That is very important, and that speaks to the age-old adage of knowing your audience. So speaking to broadcast media is very different from speaking to certain print media, and they all vary. So for example, if you're being interviewed by, say, Global TV or City TV, that's clearly an example where you have to be very succinct in what you say and very high level, because it is quite the broad, general, non-expert audience. However, if you're talking to CBC Radio's Ideas, well, that's a program where clearly you could go into greater breadth and depth about your research. That offers you an opportunity to do it. So that would be another point I would add about just clearly knowing your audience and tailoring your points accordingly. Another point I want to make is based on my experience working with faculty members who have been invited to speak to the media. Sometimes they talk to me in advance, sometimes they talk to me afterwards. And I recall one who spoke to me afterwards, and he said, well, Frank, I thought that went pretty well, but can I review it before it's published? Can I see it? And I said, that's not how it works. It's not like an academic article where you can kick it back and forth with an editor. When it comes to the media, they do the editing. They have full control over that. You cannot edit it. You cannot review it and A-OK it before it appears. It is, once you've spoken, it's out there. So that, hence my points about following the do's and don'ts to do your best to get your messages and your key points out there. So just one thing to keep in mind. That's just how media work. And as others have made the point too, it's very fast paced. They have deadlines, and sometimes I've had to explain to faculty members, they're not trying to make your life miserable. That's just how the media work. And if you can accommodate that deadline, great. If you can't, not the end of the world. Maybe we can find someone else. Mathieu. Oui, merci. Alors, un conseil, moi, en fait, c'est peut-être plus une réflexion par rapport à comment j'approche les demandes qui me sont faites. C'est-à-dire que c'est peut-être un peu machiavélique, mais j'ai toujours le réflexe de penser
si moi je ne réponds pas à ça, qui va le faire? And everybody, we know people that are star historians for the media. They like to talk in the public. The media know who they are. They go to them, and sometimes they put their spin there. So my advice is like, do you think you have a better idea to share? Do you want your message to be out there and not that person that is in the media regularly? Donc moi, c'est un peu ça qui est mon barème pour décider si j'accepte d'investir du temps dans ces communications-là, dans ces travaux de relations avec le public. Et je l'ai fait, par exemple, quand c'était la statue de Johnny McDonald qui a été renversée à Montréal. Je me suis dit, je sais qui risque d'aller en parler, je sais quel genre de message ils vont dire. Moi, j'ai un message que j'aimerais porter au public qui est différent. Donc, ça, c'est mon premier conseil. Hein. Pensez à, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est original? Et le deuxième conseil, c'est to keep it simple. Hein. Gardez une ligne. Répétez votre message d'une manière différente s'il le faut. Mais souvent, les journalistes vont poser la question différemment. Et puis, si vous donnez des réponses différentes, bien là, ça va les mélanger et vous n'êtes pas sûr qu'est-ce qu'ils vont conserver à la fin. Donc ça, gardez un message, à la limite, le répéter parce que ça peut être important. Et peut-être un dernier conseil, c'est se rappeler qu'on vous a demandé de parler pour ce que vous avez à dire et que vous n'avez pas besoin d'être aimé des gens. What you say doesn't need to be liked. People don't need to like you necessarily for what you're going to say. You're there because you have something to say. And I mentioned this because I think all the historians that will talk in the public will receive 8 emails after. It happened to me. I had photoshops of my face. You know, they took my public headshots from the university. They said I was a traitor to Canadian and to Quebec Nation. Les gens, il y a toujours des gens qui vont vouloir vous insulter, qui vont être jaloux parce que vous avez une place dans les médias, que votre voix est entendue, ils considèrent que la leur n'est pas assez entendue. Et ça parle à ce que Valérie a dit également. Il y a toujours des gens qui vont penser que votre opinion n'est pas la bonne. Eh bien, moi, ces courriels-là, j'ai un dossier dans lequel je les mets tous. Hate emails, critics. I never respond to them. I forward them in a big file. And one day I'm going to look at them and laugh with friends or something, but I think it's junk mail. You know? So we have to be ready for that, and we have to take it for what it is, just junk mail. Merci, Mathieu. Let's now deal with no. How can you say no to a journalist? Débutons avec Rebecca. OK, ben pour moi, je pense, parce que je ne suis pas un professeur, c'est un peu différent, mais j'ai normalement 2 façons de le faire. Un, je vais dire non, simplement je n'ai pas le temps. Désolée, mon horaire ne me laisse pas le temps et c'est une réponse simple. Mais surtout dans ce cas, c'est toujours avec des personnes dont je n'ai pas une relation, aucune connexion, c'est juste un courriel au hasard et je ne vois pas nécessairement l'importance de donner une explication, de donner une raison. Le deuxième, c'est de donner une raison. C'est surtout avec des personnes dont j'ai des relations, des connexions et j'aimerais garder ces relations d'une bonne façon. Et normalement, je vais simplement expliquer pourquoi, mais d'une façon vraiment simple. Par exemple, j'ai été demandée de faire, pas nécessairement une entrevue, mais de faire une chronique, d'une sorte de partager des histoires ou des traditions orales, donc des histoires culturelles et des enseignements culturels qui sont normalement donnés d'un aîné lors d'une cérémonie aux jeunes. Et c'est un moment de connaissance, il y a des éléments spirituels qui sont là, il y a des partages qui sont extrêmement importants parce que ça dépend du contexte, ça dépend de l'encadrement et donc simplement de partager sur la radio, ce n'était pas un moment approprié et c'était surtout parce que je ne suis pas un aîné, je ne suis pas un knowledge keeper, knowledge holder, je ne porte pas ce titre et donc ce n'était pas approprié pour plusieurs raisons et j'ai écrit une explication assez simple de voici mes raisons pourquoi. Et aussi, j'ai même dit ce n'est pas approprié de partager ceci sur la radio. Voici pourquoi. C'est l'information qui se trouve pendant des cérémonies et les cérémonies sont normalement
des moments qui ne sont pas ouverts au public. Donc, ce n'est pas l'information dont n'importe qui devrait avoir accès, surtout parce qu'il y a des jeunes autochtones qui n'ont pas accès à cette information ou qui ont des moments spécifiques qui sont capables d'accéder à cette information pour des raisons et des protocoles culturels. Donc, j'ai expliqué ça et c'était accepté. C'était un moment d'avoir une bonne conversation et il y avait une meilleure compréhension qui était là. Mais aussi, je pense d'une manière générale, ça revient d'avoir de confiance à dire non. Parce que moi, je comprends que je suis un expert dans mon opinion, mais pas pour tout le monde. Et j'ai un message à partager. Donc, si je ne pense pas que c'est approprié, je suis complètement confiante à dire non, ce n'est pas approprié. Voici pourquoi. Et non. Et une autre raison pour dire non, une autre façon de dire non, des fois, si tu as besoin de donner une raison un peu plus en profondeur, peut-être avoir un appel ou parler avec l'individu d'une manière personnelle au lieu de taper un courriel parce que des fois, on peut devenir un peu fâché et on ne sait pas à qui on parle lorsqu'on tape un courriel. Donc, une conversation en personne ou au téléphone ou incapable de voir, même Skype, Zoom, des fois, on peut dire ça aussi. Merci, Rebecca. We'll go with Frank. And sometimes it depends upon what the media is that approaches you. In this age we're living in of misinformation and disinformation, there is the possibility you could be approached by, how could I put it, a less than credible media organization. I am thinking, for example, of the likes of Rebel News. Sometimes that happens. And when that happens, my caution with that is they're going to put a certain spin on it, that no matter what you tell them, it's probably not going to emerge the way you want. So sometimes that's an example of where you will politely decline. But those, I have to admit, those examples are not I haven't encountered them a great deal, but maybe others have. But otherwise, I think, as I mentioned previously, I think it's perfectly fine to decline a media interview, especially if you're not comfortable with the subject or you feel it's not your area of expertise. It's perfectly legitimate to say, I'm not really an expert in that area, and I think you'd be better to find someone else. As I mentioned, if you have someone else you could recommend, that's helpful. But if you don't, if you're with a university, there will be a media relations office there, I'm sure, and that's their job to try to find someone else at the university, or if they have to, they refer them to someone else at another university. I mean, ultimately, it's best that the best expert speak to that media and respond to the questions rather than, it absolutely has to be your university. It really depends on the circumstance. Merci, Frank. Mathieu. Oui, moi je dirais que probablement le 2/3 des demandes qui me sont faites, je dis non, pour plusieurs raisons. La première, c'est probablement le manque de temps, et je le dis, j'ai pas le temps de répondre dans vos délais. Souvent, je dis, si je peux vous donner ma réponse après-demain au lieu d'aujourd'hui ou demain, je pourrais le faire. Sinon, je suis désolé. J'enseigne 6 heures par semaine et puis je fais autre chose aussi. Hein, donc, après tout, on est bénévole quand on fait ça. On donne de notre temps. Alors, il faut savoir prioriser. Ça m'est arrivé également de dire non parce que j'aimais pas les inclinations idéologiques des médias qui me contactaient. C'est des vrais médias, mais c'est des médias que je ne respecte pas parce qu'ils publient des lettres d'opinion à répétition qui sont seulement d'un point de vue. Ils ont des positions idéologiques que je trouve dommageables pour l'écosystème médiatique. Et donc, je refuse dans ce cas-là de participer. Et je le dis. J'ai écrit au journaliste, j'ai dit, je vous remercie pour votre demande, mais je ne voudrais pas être publié dans votre journal. Donc, ça, je pense qu'on a le droit de le faire. Et puis moi, j'aimerais pas me lire à côté d'une chronique d'un chroniqueur qui va à l'encontre de ce que moi je dis. C'est pas une guerre culturelle, c'est pas une guerre d'information. Moi, je suis ici pour donner un point de vue d'expert, hein, pas pour me battre contre un chroniqueur qui a son fan club. Donc, et évidemment, fréquemment, je dis, moi, j'ai pas d'expertise sur ce sujet-là. Et je vous recommande de peut-être contacter telle ou telle historienne ou historien.
Mais parfois, je dis simplement, ben, je n'ai pas d'expertise et puis je vous remercie de votre intérêt, mais ce n'est pas à moi à parler de ces enjeux-là. Donc, je pense que ce sont tous des bonnes raisons pour dire non. Et comme Rebecca l'a bien mentionné, quand on est des jeunes historiens, on a tendance à vouloir dire oui ou à sentir qu'on a une pression pour participer, mais ce n'est pas nécessairement positif, hein. Il faut être confiant que ça va nous servir. Et si on veut établir des relations à long terme avec certains journalistes, certains médias, c'est peut-être une bonne chose. Mais quand on n'a pas de respect pour ces gens-là, ben, aussi bien avoir du respect pour soi et dire non. Merci Mathieu. Valérie. Oui, je pense qu'il faut garder en tête aussi que les journalistes sont des gens qui sont habitués de se faire dire non. Donc, si on dit non, ce ne sera pas la première fois que ça va arriver, puis ce ne sera pas vraiment grave dans leur vie. Ils vont passer au suivant. Tu sais, ils ont un carnet d'adresses assez étoffé. On n'est pas le centre de leur carnet d'adresses souvent. Donc, je me sentais mal, probablement au début de ma carrière, de dire non, mais maintenant, je me sens plus mal de dire non. Puis, comme les autres l'ont exprimé avant, plein de raisons sont bonnes pour refuser, notamment le fait que ça déborde de notre champ d'expertise, on ne se sent pas confortable, le fait que c'est impossible avec notre horaire de mettre ça dans l'horaire cette journée-là. Je pense que ce sont toutes des bonnes raisons pour ne pas le faire. Puis le type de médias aussi, si on n'est pas à l'aise avec certains médias. Ce que je constate, c'est qu'avec le temps, j'ai bâti des relations avec certaines recherchistes, avec certains journalistes, puis que ces relations-là sont très fortes. Donc, quand ces gens-là m'appellent, souvent aussi, ils vont se prendre d'avance, puis on a plus de temps pour réfléchir. Donc, je pense qu'après un certain temps qu'on fait ça, on en vient, nous aussi, à avoir une certaine connaissance du milieu, puis des contacts avec lesquels on est très, très à l'aise parce qu'on sait que notre voix va être bien présentée, puis qu'on va nous montrer sous notre meilleur jour, puis que ce ne sera pas, ça va être vraiment l'expertise qui va être derrière le message, puis pas, comme Mathieu disait, une guerre culturelle à laquelle on ne veut pas toujours se prêter parce que ce n'est pas nécessairement pertinent et ça gruge énormément d'énergie. Donc, je pense qu'il faut toujours se sentir très à l'aise, de poliment refuser, puis on n'est pas toujours obligé non plus d'expliquer les raisons pour lesquelles on refuse. Là. Des fois, les journées sont tellement meublées, je n'ai pas le temps d'écrire un courriel étoffé sur les raisons pour lesquelles je refuse. Donc, de dire, mais ça ne rentre pas dans ma journée, je pense que ça fonctionne. And Blake. So people have offered lots of good advice already. I'm not sure I have too much to add. As people have said, I mean, I think it's helpful if you can point the journalist to someone else who you think would be able to do the interview. I do always try to reply. I usually don't go into great explanation for why I can't do an interview. I'll simply say I'm unavailable. If I think I might want to do an interview with that journalist later, I might say, please contact me again. If I don't want to do an interview with that person or that outlet, I'll not offer that. So I guess maybe the only other thing I'd add is that, again, I have kind of guidelines in my own mind of what kinds of media I like to do. But you can find yourself in tricky situations where you're dealing with people who are dealing with mixed media, right? So an example of that would be, I was in the last election, I was asked to do an interview with CTV News, and I thought it was just kind of for a quote for an online story. And I finished the interview, and then the reporter or the producer, whoever it was, said, well, now we'd like to do an on-camera interview with you as well, right? So there, all of a sudden, it's not by email. You have the person on the phone asking you to do it. It's a much more difficult thing to say no to someone to their face rather than through email. So in that case, I agreed to do one, and then spent the rest of the afternoon putting on a tie, organizing my background, having to do a whole bunch of work for 8 seconds on the national news. Similarly, I did an interview with CBC, a journalist last week, and agreed to talk to him. And then as soon as I get on the phone, he's like, well, we'd like to record this and clip it for radio stories. I'm like, okay. But, so you get into these situations where you think you're talking to somebody who's basically doing online print, but then it can be more than that. So you just want to be aware that you may be thinking you're agreeing to one thing, but you could be asked or pulled into types of reporting that you might not initially be keen to do. Thank you, merci. Last topic, who would like to tell us more about their bad experiences and especially lessons that they have learned? Mathieu? Deux, assez rapidement, j'ai pas eu tant de mauvaises expériences, mais deux peut-être déceptions que j'ai eues.
c'est de passer beaucoup de temps à répondre à questions de journalistes sur un sujet dont je crois que j'avais une expertise à partager et j'ai pris du temps pour le faire et je n'avais pas compris que j'allais être un parmi les multiples intervenants. Et quand j'ai vu l'article qui est sorti dans le journal la semaine suivante, ben, j'avais une petite ligne dans le fond et puis finalement, ben, je me suis rendu compte que pourquoi j'avais préparé beaucoup de temps, au final, ma contribution était marginale. Donc, c'était plus une déception. Donc, peut-être là que c'était mes attentes qui étaient trop grandes. Donc, ça c'est une chose. Et la deuxième, c'est que j'ai appris une fois qu'on a parlé avec les médias, on n'est plus en contrôle de comment ils vont nous présenter. Je me rappelle très bien avoir fait le téléjournal de 17 heures de Radio-Canada avec Patrice Roy. On avait fait une entrevue en direct, en personne. Et puis, lorsqu'elle a été diffusée, quand il a présenté l'entrevue, il a dit, ben voici, c'est Mathieu Arsenault. L'histoire, c'est son dada. Hein? History is his hobby. Mais c'était très clair que l'histoire, c'est pas mon dada, c'est ma profession. Je suis un historien. Et là, je me suis rendu compte, ben, finalement, est-ce qu'ils me prennent vraiment au sérieux en tant qu'expert? Alors, ça, c'était peut-être une expérience un peu plus désagréable, mais il faut savoir, disons, lâcher prise et dire, ben, c'est plus nous qui avons le contrôle une fois que le message est sorti. Merci, Mathieu. Rebecca? Poser des questions, si possible. Poser des questions au sujet du contexte, surtout parce que je parle, il y a beaucoup de demandes pour moi pour parler des sujets autochtones. Je veux savoir le contexte, je veux savoir l'angle et je ne vais pas dire oui avant de savoir ça. Et si l'individu ne veut pas me partager, je vais dire non. Parce que je ne sens pas à l'aise de donner une opinion sans savoir pourquoi ou la raison pour laquelle quelqu'un le demande ou comment elle va l'utiliser. Et j'ai adopté cette pratique, surtout avec la chronique que je fais chaque mois. La seule raison que j'ai dit oui, c'est parce que je suis complètement en contrôle. On fait de l'avance. C'est moi qui prépare l'information. C'est moi qui prépare les questions de l'animateur qui va me poser. C'est moi qui prépare le contenu. C'est moi qui prépare le début. C'est moi qui contrôle tout. Et s'il y a, par exemple, on commence à parler et je dis quelque chose dont j'aime pas la manière dont c'est dit parce que ça donne une impression qui n'est pas bonne, surtout dans un contexte qui est extrêmement important pour les Autochtones. On doit être vraiment précise pour que l'impression qui est donnée au public, c'est fiable. Et donc, on va être capable de le refaire. Et ça, c'est pourquoi j'ai dit oui. Au début, c'était oui, on peut faire live, mais j'ai demandé est-ce qu'on peut faire à l'avance enregistrement et ça, c'est ce que je préfère. Et lorsque les personnes ont dit oui, j'ai dit OK, oui, on peut faire ça. Mais sinon, c'est fort probable que je ne vais pas dire oui. Et donc, il y avait un peu de négociation. Donc, peut-être un leçon aussi, ne soyez pas mal à l'aise à faire des demandes toi-même aussi. Surtout dans des contextes, si tu penses qu'il y a une bonne relation avec l'individu avec qui tu parles ou même l'émission, n'importe quoi. Donc, ça, c'est ce que je dirais. We'll go with Blake, Valérie, and Frank. Blake. So I think I've been fortunate. I wouldn't say I've had very many bad experiences with media. In general, my experience is that they're quite happy to have me talk to them, in part because there's not a lot of scholars who work on firearms policy, right? So they're really kind of desperate for someone who's not affiliated with a pro-gun lobby group or an anti-gun lobby group, right? Someone they can portray as kind of an impartial academic voice on issues. So generally it's been pretty positive. I mean, there are times when, I would have preferred to use a different quote, right? Or I think they put a spin on a quote, which maybe I didn't intend. But I think that's you put yourself out there, that's going to happen sometimes. In terms of things that, I don't know how bad, again, not nothing serious, but for example, things that annoy me sometimes is when, sometimes you can spend a long time talking to a journalist and nothing comes of it, which is not really anybody's fault. Sometimes stories just don't appear. But we're all very busy, and if you take half an hour or an hour to talk to a journalist and then nothing comes of it, it does feel like a bit of a waste of time.
And I guess the other thing that can happen sometimes is, you can do a lot of work with the journalist to kind of educate them on an issue. And, it's not necessarily you want fame from this, but you don't mind being cited in the article when it appears, and, there was a time probably in the last year when I did a very long interview with the journalist. The journalist basically just wrote up everything I said to him, and didn't mention that I had any conversation with him. So again, not a serious issue, but because we're all busy and because we have limited resources to use, I think one can expect or hope that time will be recognized. Thank you, Valérie. Oui, je pense qu'on travaille tous à un moment ou à un autre pour rien, pour les journalistes, pour différentes raisons. Je me rappelle, une journée, j'étais supposée aller passer à Radio-Canada pour parler des modifications de la loi sur les langues officielles, la modernisation, le projet de loi C-13. Et c'est la journée où la guerre en Ukraine a éclaté. Évidemment, le sujet des langues officielles a été relégué au second plan, puis j'ai jamais fait l'entrevue pour laquelle je m'étais préparée toute la journée, mais je comprends évidemment pourquoi c'est arrivé. Quelque chose de beaucoup plus marquant. On est venu à occuper la une et finalement, on n'a pas fait l'entrevue sur le projet de loi C-13 et c'est compréhensible, mais j'avais passé beaucoup d'heures cette journée-là pour être prête pour ce passage à la télévision, mais évidemment, c'est pas la fin du monde. Donc, il faut être prêt à faire du travail qui ne va pas nécessairement servir sur le coup. Mais je crois qu'il y a des bons côtés aussi aux participations médiatiques. On devient des meilleurs communicateurs à force d'en faire. Je me suis rendu compte à force de faire plusieurs entrevues à la radio. Maintenant, mon message est beaucoup plus clair. Je suis capable de passer des idées simples, avoir des mots-clés, des messages clés qui passent beaucoup mieux. Je sais mieux comment formuler aussi mes idées pour aller chercher l'attention des auditeurs. Donc, ça peut être une bonne école de faire ça. Puis même des fois, les intérêts des journalistes m'ont mené à faire une recherche qui a mené à de la recherche scientifique. Donc, ce sont les questions d'une journaliste ou d'un journaliste. Puis le fait que j'ai creusé un peu plus loin qu'est-ce que j'aurais fait avec mes intérêts personnels qui m'ont amené sur d'autres terrains de ma recherche scientifique. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça peut nous déstabiliser, mais ça a des conséquences heureuses quand ça nous amène un nouvel objet de recherche qu'on ne pensait pas creuser avant les questions qu'on obtient des journalistes. Donc, de le voir un peu comme une école, qui nous permet de devenir de meilleurs vulgarisateurs, puis aussi de mieux faire connaître notre recherche parce que je crois qu'il y a un intérêt très poussé pour l'histoire dans le grand public. Une émission à laquelle j'adore participer, c'est Aujourd'hui l'Histoire. Je crois que c'est à Radio-Canada. C'est un des podcasts les plus réécoutés par la suite. Donc, il y a un appétit pour ça. Puis, je pense que quand on a une expertise, il faut aller nourrir cet appétit-là et cette curiosité chez les auditeurs parce qu'il y a tellement de mauvaises informations qui circulent partout. Donc, on a un rôle à jouer puis une sensibilisation à faire parce qu'on est capable de nuances. Puis, notre opinion, elle est basée sur une recherche solide. Donc, je pense que c'est nécessaire d'en venir à occuper l'espace médiatique pour compétitionner avec des discours qui sont un peu moins solidement ancrés dans la recherche. Pour ce qui est des impacts négatifs, Mathieu parlait de son dossier junk mail. Moi aussi, j'ai un dossier comme ça. Je mets ça là-dedans. Puis, c'est ça, c'est assuré que ça va arriver. Puis il y a une hiérarchie. Hein. Quand on passe dans la presse écrite, il y a moins de chances que ça arrive. La radio aussi, mais la télévision, on prête vraiment le flanc à partir du moment où on affiche son visage. Ça, je l'ai remarqué. Et aussi quand on devient collaborateur avec des journaux, quand on écrit des lettres ouvertes, par exemple, dans Le Devoir ou dans la presse, là aussi, on prête le flanc. Donc, c'est de savoir que dépendamment des médias et de l'exposition, il peut y avoir des conséquences un petit peu plus intenses, mais de ne pas nécessairement accorder d'intérêt à tout ça. Je me rappelle d'un monsieur qui m'avait écrit pour me dire, parce que j'avais écrit sur le projet de loi sur les langues officielles dans la presse, de retourner parmi les miens, pleurer sur le sort des pauvres francophones sur les plaines d'Abraham. Donc, c'est le genre de trucs qu'on peut recevoir, là. C'est un peu drôle, mais en même temps, c'est un peu pathétique. Puis tu te dis, bon, j'avais pas besoin de lire ça ce matin en prenant mon café, mais ça arrive. Frank.
Well, I have had many interesting adventures and even harrowing experiences with the media, but that has to do with my previous life as a media spokesperson for various organizations, especially Toronto Community Housing. I'll never forget once we had a corruption scandal. A supervisor was taking bribes under the table to allow people to jump the waiting list to get into apartments. And the CEO said to me, "I'm not touching it, Frank. You're the spokesperson. You deal with it." And well, one morning I woke up and my name and my quotes were on the Globe and Mail front page above the fold. And I remember saying to my spouse, "This is going to be a rough day." And it sure was. My inbox exploded and my phone rang off the hook. But as far as academia, I do recall one instance, and this had to do with a faculty colleague. Contacted me after the story appeared, and he complained. He said, a couple of my key points, the reporter didn't mention them. It didn't make it into the publication. He was very angry about that. And so I asked him, okay, well, how many questions were you asked? And he said, oh, about 3. Okay, well, how long did you take? Like, how long was the interview? He said, oh, I must have spent at least 30 minutes with that reporter. Thought 30 minutes to respond to about 3 questions. So that means he spent a long time responding to each question, went into great, great detail. And that speaks to my point earlier about the importance of being as succinct as you can. But getting your key messages and your key points, if it's about your research, getting your key points up there early. He probably did get his key points in, but maybe that was after a long explanation prior to that. And as I mentioned, when a reporter is faced with that situation and they're not experts in that area, they'll sift through that and they'll take this, they'll take that, and then you run the risk. And I think that's what happened there. The key points didn't make it in. And he's very agitated about it. And I said, well, just remember for next time, try to be succinct. Try to get your key points up early. And if there's time, you can always add to that. But sometimes it depends, again, on the outlet. If it's a broadcast outlet, yeah, being succinct is very, very important. With a newspaper or a journal, sometimes you have a bit more leeway. So that was an interesting lesson learned there. Mathieu? C'est un conseil que moi je pourrais donner par rapport aux mauvaises expériences, on est habitué de répondre aux courriels des gens, des étudiants, d'être généreux avec notre temps normalement, mais mon expérience, c'est de ne jamais répondre aux courriels qui nous sont envoyés suite à une intervention dans les médias, surtout si c'est des critiques. De juste les tasser parce que c'est sans fin, on invite à la critique. Et moi, par rapport à l'histoire autochtone, lorsque je prends la parole, comme bien des sujets, comme Valérie aussi, son sujet sur les langues officielles, ça polarise. Il y a des gens qui sont très investis dans ces sujets-là. Donc, je reçois des gens qui essaient de me convaincre, on a des courriels qui reviennent régulièrement à tous les membres du département, qui essaient de nous prouver que les pensionnats autochtones n'ont pas existé. J'ai des gens qui me contactent d'Europe parce qu'ils veulent que je les aide à prouver qu'ils sont autochtones parce qu'ils ressemblent à des autochtones. Alors, tu sais, tout ça, là, il faut absolument ne pas y répondre parce que sinon, on encourage ces trucs-là et ça va nous dévorer dans un sens. Hein. I think my best advice is never answer to the critics that are addressed to you. People have the right to write to you, but you also have the right to ignore those emails. Yeah. Thank you, merci, Mathieu. I want to thank you for taking the time for this panel to share your experience, to give advice on things to do, things that we should not do, and especially how to say no when you receive requests from the media. Donc, je tiens encore une fois à remercier Blake, Frank, Rebecca, Mathieu et Valérie. Thank you to all of you. Merci à tous.